Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel à projet du Fonds social européen Plus, concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d'évaluation d'impact social pour la période 2023-2025. Donc, je suis Solène Jourdain, je suis responsable de l'organisme intermédiaire du Fonds social européen à la VISE. Et simplement, du coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quelques rappels sur l'utilisation de l'outil Zoom. Donc, il n'y a que les intervenants du webinaire qui peuvent activer leur micro et leur caméra. Et de votre côté, vous pouvez interagir tout au long du webinaire en échangeant et en partageant vos commentaires sur le fil de discussion. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les envoyer directement aux intervenants dans le module questions-réponses qui est en bas de votre écran. Et de notre côté, nous répondrons à vos questions soit au fur et à mesure du webinaire, soit à la fin du webinaire où on a prévu un temps de questions-réponses. Quoi d'autre? Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube Avis Média de la VISE d'ici quelques jours, comme l'ensemble des webinaires de la VISE en général. Et le support de présentation aussi vous sera transmis à l'issue du webinaire. Voilà. Et je vais dès à présent laisser la parole à Cécile Leclerc, directrice générale de la VISE, pour un mot d'accueil. Merci Solène. Bonjour à tous. Je profite peut-être de ce mot d'accueil pour vous présenter ce qu'est la VISE en dehors de son rôle d'organisme intermédiaire du Fonds social européen, et pour voir du coup pourquoi on lance cet appel à projet aujourd'hui. Alors la VISE, c'est une association qui est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale au niveau national. Très concrètement, on va avoir 4 leviers d'action. Le premier, c'est que, je vous dis les 4, on outille, on anime des acteurs de l'accompagnement, on accompagne et on finance, et c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. On outille du coup sur les enjeux de développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Et pour ça, je vous invite à aller sur notre portail avis.org pour du coup trouver tout un tas d'outils à votre disposition, porteurs de projets d'économie sociale et solidaire et partie prenante plus globalement de cet enjeu. Et vous trouvez notamment sur les sujets dont on parle aujourd'hui un centre de ressources nationales sur le sujet de l'évaluation d'impact avec du coup des décryptages, des guides, des méthodologies, des exemples d'évaluation d'impact produits par la VISE ou produits bien sûr par d'autres et qu'on a pu valoriser sur ce centre. Il y a notamment un guide qui compile pas mal de choses qui s'appelle « Évaluer son impact social » et je vous invite à aller le découvrir. Il y a également depuis quelques jours un guide sur l'accès au Fonds social européen plus, donc sur l'accès au financement européen et notamment à cette nouvelle programmation. Et bien sûr, je vous invite, au-delà du webinaire, à aller lire ce guide pour ceux qui ne connaissent pas bien le FSE, de manière à avoir les principales explications sur ce qu'il finance et surtout comment il le finance et dans quel cadre. Ça, c'est la partie outillage. La deuxième partie, c'est qu'on a un rôle du coup d'animation de communautés d'acteurs de l'accompagnement qui, eux, sont présents sur les territoires. Je vous disais qu'au niveau national. Mais par contre, on a un rôle d'animation des acteurs de l'accompagnement. Ça peut être les incubateurs dédiés à l'innovation sociale dans le cadre de la communauté émergence et accélération. Il y a plus de 200 dispositifs. On est également l'opérateur du DLA, le dispositif local d'accompagnement qui accompagne plus de 5000 structures de l'ESS chaque année. Et dans le cadre aujourd'hui qui nous intéresse, on est l'animateur au niveau français du Social Value France, qui est l'entité française du Social Value International et qui réunit plus de 180 praticiens de l'évaluation d'impact et qui du coup travaillent ensemble sur des enjeux d'échange d'expériences, de connaissances et de montée collective du coup en compétences sur cette question. On est également, je le disais, troisième levier d'action, un acteur qui fait de l'ingénierie d'accompagnement au niveau national. Donc, on peut le faire sur les enjeux, par exemple, de changement d'échelle des innovations sociales, mais on est sur le sujet de l'évaluation d'impact. Du coup, on le fait en ayant monté un programme d'accompagnement qui s'appelle Cap Impact
et qui est dédié aux accompagnateurs généralistes, notamment ceux que je citais tout à l'heure, les incubateurs, les chargés de mission DLA, des accompagnateurs au sein de fédérations et qui, du coup, seront et ne sont pas des experts de l'évaluation d'impact, mais qui, en revanche, peuvent accompagner le porteur de projet dans le lancement de sa démarche et dans le cadrage de sa réflexion méthodologique. Et pour ça, du coup, on forme ces accompagnateurs généralistes au premier pas de l'évaluation d'impact. Et enfin, quatrième levier d'action pour nous, financer au niveau national de l'ingénierie, de l'outillage sur du coup tous les enjeux de développement de l'économie sociale et solidaire qui ont du sens encore une fois au niveau national. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des projets qui vont permettre de mutualiser des outils, qui vont permettre de lancer des programmes d'accompagnement au niveau national, qui vont permettre le changement d'échelle d'innovation sociale au niveau national par essaimage territorial. Tous les objets qui ont du sens au niveau national, encore une fois, on s'inscrit dans le cadre de ce financement par du Fonds social européen plus. On s'inscrit en complémentarité avec le rôle des conseils régionaux qui, pour le coup, financent des projets au niveau régional dans le cadre de leur politique de développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans ce cadre-là, on va, en 2023, lancer plusieurs appels à projets. Aujourd'hui, on est réunis autour d'un projet sur l'outillage en matière d'évaluation d'impact. On vient de lancer également un appel à projet sur le soutien à des programmes nationaux d'accompagnement. Donc, encore une fois, des programmes accessibles à tout porteur de projet sur le territoire qui seraient portés par, du coup, un accompagnateur de dimension nationale, parce que ça a du sens hein, en fonction de la thématique du sujet ou du stade de maturité des projets, de faire un accompagnement au niveau national. Donc ça, c'est un appel à projet qui est sorti avant-hier et pour lequel il y aura un webinaire de présentation le 9 mars prochain à 9h30. Et je vous invite du coup, si vous pouvez être concerné, à vous y connecter. Et puis, on lancera plus tard dans l'année un appel à projet sur le changement d'échelle de structure de l'ESS, d'innovation sociale par essaimage territorial. Donc là, c'est pareil, on aura l'occasion d'organiser un webinaire de présentation à ce moment-là. Voilà, de mon côté, je n'ai pas forcément besoin de vous en dire plus en termes de mots d'accueil. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter avis.org pour pouvoir suivre nos différentes actualités et notamment les dates de sortie des appels à projets et des webinaires qui les présentent. Et je vais passer la parole du coup à Solène Jourdain pour qu'elle continue la présentation plus détaillée de l'appel à projet qui nous réunit aujourd'hui. Merci Cécile. Du coup, oui, on est ensemble pour un petit peu moins d'1h30 maintenant. Donc, le programme, c'est, je vais juste faire un rapide mot d'introduction pour présenter le Fonds social européen, qui est du coup le financement, enfin, grâce auquel nous pouvons sortir cet appel à projet. Ensuite, Louise de Rochechouart, responsable du pôle impact social à l'AVIS, vous présentera plus spécifiquement les objectifs et les actions éligibles à l'appel à projet. Et ensuite, Yasmine Azdemir et Amélie Liotier, chargées de mission à l'organisme intermédiaire du FSE, présenteront plus spécifiquement ce qui est attendu dans le dossier de candidature qui a renseigné dans ma démarche FSE+, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et ensuite, du coup, on aura un temps de questions-réponses. Mais pour commencer, on vous propose un rapide sondage pour faire connaissance. Donc, merci de votre participation. Je lance le sondage. Alors, je crois que le sondage était déjà lancé. Donc, du coup, merci beaucoup d'avoir participé. Donc, du coup, vous êtes une majorité à n'avoir jamais bénéficié de fonds européens. Donc, c'est tant mieux, du coup, parce qu'on est là pour vous expliquer tout ça. Peu, du coup, ont déjà répondu à un appel à projet du F de l'AVIS.
Et du coup, voilà, vous êtes là pour découvrir le FSE, les fonds européens et plus spécifiquement, du coup, je vois que vous êtes néanmoins familier avec la mise en œuvre de démarches d'évaluation, donc c'est parfait. Hop, je vous affiche les résultats. Ceux qui, ouais. Alors, du coup, donc ça m'amène à mon introduction sur le FSE. Donc, voilà, c'est simplement, du coup, on est là sur un appel à projet du FSE+. Donc, juste pour donc, le FSE+, c'est un fonds structurel d'investissement, c'est-à-dire que c'est un fonds européen qui est géré par les États membres, comme peut l'être, par exemple, le Fonds européen de développement régional, le FEDER, ou le Fonds européen agricole pour développement rural, le FEADER, pour ceux qui connaissent. Et plus spécifiquement, le FSE contribue aux politiques de l'Union européenne en matière sociale, d'emploi, d'éducation et de compétences. Donc, c'est en fait le principal instrument de l'Union européenne pour investir dans le capital humain. Et à ce titre, du tout, les entreprises de l'économie sociale et solidaire apportent des solutions concrètes qui sont innovantes et durables aux défis auxquels les sociétés européennes sont confrontées. Et c'est pourquoi, du coup, la programmation 2021-2027 du FSE+, intègre l'accompagnement des initiatives de l'ESS, le soutien à l'écosystème qui les entoure et participe au développement de projets structurants, notamment à travers l'innovation sociale. Donc, les actions de la VIS, les appels à projets que nous lançons, s'inscrivent dans le programme national du FSE+, et plus spécifiquement dans la priorité 4. Et comme du coup l'a annoncé Cécile dans son introduction, on est très heureux en fait de vous informer que cette semaine du coup est paru un guide pratique qui explique du coup le fonctionnement du FSE+, pour vous, acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on l'a voulu factuel et instructif pour qu'il vous permette de vous familiariser avec les fonds structurels et plus spécifiquement avec le FSE+. Et vous aide du coup à préparer votre demande de financement FSE+. Donc, il est composé de 4 grandes parties. La première partie, c'est comprendre le fonctionnement des fonds structurels. Ensuite, identifier les bons axes de financement, se préparer à gérer un projet cofinancé par le FSE et les étapes du dépôt au paiement. Donc, globalement, vous trouverez toutes les informations qui sont utiles pour préparer et gérer votre projet FSE. Donc, il vient vraiment au complément de ce qu'on va vous dire aujourd'hui et nous espérons qu'il vous sera utile. Voilà. J'en dirai pas plus pour mon introduction et je vais dès à présent, du coup, laisser la parole à Louise Rochechouart, responsable du pôle impact social, pour présenter les objectifs de l'appel à projet et les critères d'éligibilité. Merci beaucoup Solène et bonjour à tous. Donc pour ceux qui, peut-être pour rappeler que c'est le 3e appel à projet en fait qu'on lance sur cette thématique de l'évaluation d'impact social depuis 2018 à la VIS. Même si du coup cette année il est un petit peu différent des autres puisqu'on a décidé de un petit peu le recentrer et le cibler sur un sujet un petit peu plus spécifique que les 2 dernières éditions. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est toujours de développer les pratiques d'évaluation de l'impact social des entreprises de l'ESS, mais cette fois ciblé sur des secteurs d'activité ou des finalités sociales ou environnementales qui auraient été jusqu'ici finalement assez peu traités par des démarches et des travaux d'évaluation. Les actions attendues en fait, de cet appel à projet, c'est de pouvoir soutenir la conception et l'expérimentation. Est-ce que vous m'entendez malgré tout? On est dans la même pièce, donc nous partageons un micro pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Voilà pourquoi, si vous ne m'entendez pas, je vous invite à l'écrire dans le chat. On t'entend bien. Merci, Cécile. Du coup, donc, les actions attendues, c'est de pouvoir soutenir donc, la conception et l'expérimentation d'une démarche d'évaluation de l'utilité sociale ou de l'impact social, associant ces parties prenantes donc, sur un secteur d'activité ou une finalité sociale ou environnementale spécifique. Et, j'insiste, de pouvoir concevoir et diffuser de l'outillage suite à cette démarche en accès libre et à une échelle nationale. On a vraiment pour objectif, là, à travers cet appel à projet, de soutenir la conception d'outils sectoriels, notamment des référentiels d'indicateurs, qui puissent mobiliser l'ensemble de l'écosystème et des experts en fait, du sujet, et qui puissent ensuite être diffusés de façon vraiment très large
à l'ensemble des entreprises de l'ESS pour qu'elles puissent du coup après utiliser elles-mêmes ces outils et progresser sur leur démarche d'évaluation. Donc l'idée, c'est bien que les projets puissent vraiment répondre à ces deux actions attendues. Un projet qui ne répondrait qu'à l'une des deux, déjà, ne serait pas éligible. Je préfère insister sur ce point. Et du coup, dans les types d'actions qui sont éligibles, que vous pouvez du coup déposer dans le projet FSE, il y a tout ce qui est donc la co-construction d'outils, donc notamment cartographie d'utilité sociale, référentiel d'évaluation, toute la conception et l'expérimentation de l'outillage pour mettre en œuvre la démarche, également l'outillage qui serait produit pour favoriser l'appropriation des méthodes, des outils et de la démarche qui a été mise en œuvre, et puis les actions de pilotage, de coordination et de suivi qui sont indispensables dans ce type de projet. Au niveau des critères d'éligibilité, de façon un petit peu plus spécifique, on a des premiers critères d'éligibilité qui concernent, donc, par exemple, l'éligibilité des structures qui peuvent répondre à cet appel à projet, qui sont du coup des entreprises de l'ESS au sens de l'article 1er de la loi ESS de 2014, donc celles à la fois côté statutaire, associations, mutuelles, coopératives, fondations, structures de l'insertion par l'activité économique, et également les sociétés commerciales qui disposeraient de l'agrément ESUS au moment du dépôt du dossier. Sur l'éligibilité temporelle du projet, donc c'est entre 12 et 36 mois, des projets qui peuvent du coup ont pu commencer au 1er janvier 2023 et qui doivent, en tout cas les projets soutenus, c'est juste toutes les actions qui seront menées jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. Tout ce qui est fait après cette date ne pourra pas être soutenu par le Fonds social européen plus. Une éligibilité géographique, donc qui est la dimension nationale. Comme l'a dit Cécile, on finance des projets en complément de ce qui peut être financé aux côtés des régions. Donc la dimension nationale, c'est quelque chose qui est indispensable dans tous les projets qui sont déposés auprès de la VISE. Donc l'expérimentation en tant que telle de la démarche d'évaluation doit se réaliser à minima sur 2 régions administratives distinctes. Et la conception et la diffusion d'outillage doit pour le coup vraiment être prévue à un niveau national. Et je le redis, en accès libre pour que ça puisse profiter à l'ensemble des entreprises de l'ESS. Sur l'éligibilité financière, on a un montant de soutien minimum par le Fonds social européen plus de 40 000 € sur la durée du projet, avec un taux de cofinancement qui est maximum de 50% du coût total éligible, ce qui implique finalement que le projet soit au minimum de 80 000 € sur l'ensemble de la durée du projet. Peut-être pour rappel sur ce sujet d'éligibilité financière, même si je sais que l'équipe FSE, on reparlera dans la deuxième partie, le FSE plus intervient en dernier financeur, donc c'est important que vous ayez des cofinanceurs de ce projet-là, sachant qu'en plus le FSE plus est versé à la fin, donc du coup aussi pour des questions de trésorerie et de gestion de projet, c'est très important que vous puissiez lancer ces recherches de cofinancement lorsque vous déposez un projet FSE plus dès que possible. Et peut-être juste pour compléter aussi, pour rappel, mais je sais que pareil, ça sera reprécisé, il n'est pas possible de déposer un projet en consortium dans ces appels à projets-là, donc il faut qu'il y ait une structure porteuse de l'ensemble du projet, qui après, ça sera détaillé, peut évidemment mobiliser des prestataires ou autres. Au niveau des autres critères qui sont plus vraiment sur le fond du projet, donc c'est vraiment des points d'attention sur lesquels nous serons vigilants lors de l'instruction des dossiers. Donc, tout d'abord, sur le choix de ce fameux secteur d'activité ou finalité sociale et environnementale qui sera proposé pour disposer de ce soutien FSE+. L'objectif, c'est que ça soit du coup des sujets qui jusqu'ici étaient peu traités par des démarches d'évaluation. Donc, nous demandons d'ailleurs aux candidats de préciser dans un dossier de candidature en quoi la thématique proposée est finalement peu traitée et justifie des travaux complémentaires. Nous ferons un travail, nous aussi, évidemment, un peu de veille sur ce sujet-là, mais nous demandons aux candidats de préciser ça dans leur dossier. Sur la production d'outillage, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'objectif, c'est vraiment que les candidats conçoivent des outils libres d'accès qui pourraient être diffusés auprès de toutes les entreprises de l'ESS. Et on demande également à ce que soient précisés dans les dossiers de candidature les outils qui seront produits et diffusés à l'échelle nationale et sur cet accès libre. Enfin, on demande également aux candidats être disponibles pour partager leur expérience et pour capitaliser sur leur projet, toujours dans cet objectif de pouvoir partager ça au plus grand nombre dans le cadre de la mission de la VISE de Centre de ressources nationales sur l'évaluation de l'impact social. Donc, on demande aux candidats de participer aux ateliers qu'on pourrait organiser entre lauréats. À titre d'illustration, sur le dernier appel à projet, c'était 2 sur les 2 années, hein, ce n'est pas non plus excessif, et d'être disponible aussi à venir partager les enseignements, par exemple lors de sessions du Social de France, lors de webinaires d'autres présentations d'un autre appel à projet FSE, etc., etc.
et également de compléter les documents que la VIS demande dans le cadre de la capitalisation des projets. On a notamment commencé à réaliser des fiches capitalisation de tous les projets que nous avons financés qui sont en ligne sur le portail avis.org. Et du coup, nous, côté Avis, évidemment, on se réserve le droit de contribuer à diffuser et faciliter l'appropriation d'outillage qui sera produit en libre accès, notamment en le diffusant à travers notre portail avis.org. Du coup, pour donner un petit peu plus d'éléments sur le nombre de projets qu'on a prévu de financer, peut-être les montants aussi qui sont prévus. Donc, sur les 2 dernières éditions, de façon cumulée, nous avons financé donc 16 opérations dont vous pouvez retrouver les lauréats juste en dessous sur le schéma. Près d'1 million de fonds sociaux européens qui a été programmé au total et une participation du Fonds social européen moyenne de 60 000 € par an pour chacun des projets. L'objectif sur cet appel à projet, c'est de pouvoir identifier une dizaine d'opérations qui seraient financées avec un coût moyen qui sera à peu près le même que celle des autres années, donc environ 60 000 € de FSE en moyenne par an. Après, juste pour préciser quand même que la concurrence était assez rude sur cet appel à projet, pour ne pas vous le cacher. La dernière fois, nous avions retenu une dizaine de projets, nous avions reçu 40 dossiers. Là, on a une communication qui prend beaucoup plus d'ampleur et on voit que vous êtes 150 présents aujourd'hui, donc la concurrence sera sans doute rude. Donc, juste pour vous, ce petit point de vigilance, c'est de vous demander de faire attention justement à ce que le fond du projet rentre bien dans ces critères que je vous ai présentés. La qualité du dossier aussi, de sa rédaction, sa compréhension, sa lisibilité sera aussi également un critère pour nous pour choisir les lauréats, et également aussi la solidité, la capacité de la structure à pouvoir gérer aussi ces fonds supplémentaires qui sont octroyés par le FSE. Question à ce stade. Oui, merci Louise. Il y avait une question auquel on peut déjà répondre, c'est comment identifier les secteurs d'activité n'ayant pas encore bénéficié de soutien? Alors du coup, il y a plusieurs acteurs qui essayent un peu de référencer aujourd'hui tous les rapports d'évaluation qui existent par secteur d'activité, mais c'est que c'est un grand travail de fourmi, donc il n'y a malheureusement pas une plateforme qui centralise tout. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est déjà donc regarder comme l'a présenté Cécile, sur le portail avis.org, on a dans la section impact social, il y a une médiathèque dans laquelle nous, on essaye quand même de mettre en ligne la plupart des rapports d'évaluation qui ont déjà été menés par des entreprises de l'ESS. Donc déjà, vous pouvez regarder, il y a un moteur de recherche aussi qui peut vous permettre de trouver si la thématique à laquelle vous pensez elle a déjà été traitée ou non. Et vous pouvez également regarder aussi, plutôt dans la section organismes intermédiaires FSE, quels sont les précédents lauréats que nous avons soutenus. Par exemple, donc c'est 16 opérations, mais c'est quand même déjà un petit échantillon aussi. Par exemple, on a déjà financé sur la dernière édition un projet porté par Aurore sur l'accompagnement des personnes sous main de justice. On a financé un projet d'évaluation d'impact social, un projet autour du financement d'évaluation des projets citoyens d'énergie renouvelable, de l'insertion par le sport. Donc, en tout cas, c'est deux premières choses que vous pouvez regarder pour vous orienter là-dessus. Merci. Alors, il y a une autre question sur les différentes vagues de cet appel à projet. Donc, effectivement, cet appel à projet se clôt mi-avril. Donc, ensuite, donc c'est vraiment la date limite de dépôt des candidatures. Il est ouvert que jusqu'à cette date. Après, la programmation européenne, donc nous, notre subvention globale, elle court jusqu'en 2027. Donc, d'ici le fin 2027, a priori, du coup, il y a une autre vague d'appel à projet qu'on publiera à partir de 2025 également sur de l'outillage d'évaluation d'impact social. Alors, peut-être que ça ne sera sans doute pas exactement le même, il prendra peut-être d'autres formes ou d'autres thématiques, mais en tout cas, sur la thématique de l'impact social, oui, un autre appel à projet, on publiera un autre appel à projet d'ici la fin de la programmation européenne. Il y a une question sur le fait d'afficher en cofinancement du projet général peut-on afficher en cofinancement le projet général de la structure qui inclut la mesure d'impact mais ne lui est pas spécifique? Alors, si je comprends bien la question, donc en fait, évidemment, comme disait Louise, donc le FSE est un cofinancement. Donc, en face,
pour appuyer aussi le projet et montrer comment il est soutenu par ailleurs par d'autres financeurs. Enfin, c'est bien d'afficher d'autres financeurs. Après, si vous n'avez pas d'autres financeurs, le FSE permet à ce que ce soit des fonds propres, donc c'est ce qu'on appelle de l'autofinancement, c'est-à-dire que la structure elle-même apporte le cofinancement. Une autre question pour toi, Louise, pourriez-vous citer un exemple d'outil à diffuser et à mettre à disposition de tous? Est-ce que ça peut être notre rapport d'évaluation d'impact ou est-ce des outils plus précis? Alors, un rapport d'évaluation d'impact, c'est compliqué de répondre à cette question sans commencer à instruire les dossiers. L'objectif, c'est vraiment que ça puisse être des outils qui soient opérationnels, donc qui puissent vraiment aider les structures après à évaluer leur impact. Donc, le rapport d'évaluation, ça dépend aussi ce que vous mettez dedans. J'en ai cité quelques-uns, mais donc, par exemple, un référentiel d'indicateurs, des outils de collecte de données comme des questionnaires. Voilà, ça peut être les outils vraiment plutôt opérationnels, c'est ça qu'on cherche à soutenir à travers cet appel à projet. L'idée est vraiment de faire monter en compétence les entreprises de l'ESS sur l'évaluation d'impact social. Donc, c'est vraiment ça l'objectif premier de cet appel à projet. On sait après que pour construire des outils, il faut pouvoir généralement mener une démarche, donc c'est aussi cette occasion-là, mais notre objectif premier, c'est vraiment d'avoir à la fin notamment des référentiels d'indicateurs et des cartographies d'utilité sociale. Une petite question sur expliciter la différence entre évaluation de l'utilité sociale contre évaluation de l'impact social. Oui, on a précisé les deux parce qu'on sait que justement les deux démarches cohabitent et que ça ne regroupe pas tout à fait exactement les mêmes notions. Je vous invite après, du coup, on a un article sur le portail de l'AVIS sur le sujet qui fait la distinction entre impact social et utilité sociale. Je le mettrai dans le chat par la suite. L'impact social se concentre vraiment plus sur les conséquences vraiment de l'activité. Enfin, voilà. Là où l'utilité sociale intègre un peu plus globalement aussi la façon dont est mise en œuvre la démarche. Donc, voilà, les deux démarches sont éligibles, donc c'est des démarches qui sont un petit peu différentes, qui n'impliquent pas tout à fait les mêmes choses, mais les deux choses fonctionnent. Donc, je vais envoyer le chat dans l'article dans le chat, pardon, et puis vous pourrez choisir quelle est la méthode qui est le plus appropriée en fonction de votre projet. Il y a une question sur le fait de faire appel à des prestataires. Donc oui, tout à fait, on y viendra justement dans cette deuxième partie. Le FSE permet de faire appel à des prestataires externes. Ça fait partie des dépenses qui sont éligibles au projet FSE. Il y a une question, alors tout ça, on y viendra justement dans cette seconde partie sur le fonctionnement plus spécifique du FSE avec un décaissement en fin de projet. Donc, comme l'a dit Louise, le FSE vient en dernier financeur, donc sur service fait, c'est-à-dire sur justificatif de dépenses, de factures et d'acquittement. Donc, il vient effectivement en remboursement des dépenses à foncer. Et pour ça, du coup, il faut prévoir de la trésorerie parce que pour avancer les frais qui sont remboursés généralement entre 12 et 18 mois après la réalisation du projet. Mais bon, tout ça, du coup, on y reviendra dans le cadre de la deuxième partie. Une question sur l'appel à projet changement d'échelle. Donc, effectivement, comme l'a indiqué Cécile en début de webinaire, il y aura un appel à projet sur le changement d'échelle qui sortira en avril-mai. Et vous pouvez tout à fait candidater à plusieurs appels à projet FSE. Après, nous, c'est quand même un élément qu'on regardera pour pas que ce soit les mêmes structures qui soient trop financées sur tous les appels à projets. Évidemment, on regarde avant tout la qualité de chacun, mais voilà. On parlait de 2 régions minimum. Mais quand on est sur une évaluation d'action nationale, pas d'ancrage sur des régions en particulier, est-ce nécessaire? Si la démarche est sur une dimension nationale, c'est très bien. En fait, c'est à minima de régions administratives parce que l'idée, c'est de financer des projets d'envergure nationale. Donc, un projet qui ne serait que sur une seule région administrative ne pourrait pas fonctionner. Si après, c'est une évaluation que vous menez à un niveau national, c'est bon. Au contraire, en fait, nous, on est un organisme national, on a un FSE national, donc c'est avant tout des projets nationaux qui sont éligibles. C'est plutôt l'exception, l'ouverture qu'on laisse possible à un projet qui serait un peu plus régionalisé, si on veut, donc interrégional, de ne pas le fermer. Mais dans les faits, la norme devrait être que des projets nationaux. Une autre question pour toi, Louise. Est-ce que l'AVIS peut aussi mettre en relation différents acteurs à l'échelle nationale qui portent des démarches d'évaluation similaires et qui pourraient répondre ensemble?
Je un peu la question. Alors oui, non, pardon. Donc du coup, j'avais pas lu toute la question. Alors les projets partenariaux, comme on l'a dit, ne sont pas éligibles au FSE national, en tout cas pas pour l'instant. Donc en fait, il peut pas y avoir de projets partenariaux qui répondent, sachant il peut y avoir qu'un bénéficiaire FSE. Donc après, il y a des possibilités pour quand même répondre avec d'autres structures en mettant des salariés à disposition, mais on y reviendra ensuite. Il n'y a qu'une structure qui peut répondre à l'appel à projet et qui peut bénéficier du FSE. Doit-on présenter un projet spécifique mené par la structure ou bien est-il possible de présenter un dossier pour une évaluation de l'impact social de l'ensemble des activités de la structure? Alors, là-dessus, pour moi, il y a deux éléments de réponse. Le FSE finance des projets, donc il ne peut pas financer du fonctionnement déjà de la structure de façon courante. Donc, vraiment, c'est quand même un projet qui soit spécifique au FSE. Et après, nous, on va financer des démarches d'évaluation sur une finalité spécifique. Donc après, si votre structure, elle travaille sur un sujet spécifique ou si vous orientez votre démarche d'évaluation sur une finalité spécifique de votre activité, ça fonctionne. Après, si vous avez plein d'activités et que c'est très généraliste, ça ne rentrera pas dans ce critère de finalité sociale ou environnementale spécifique. Ensuite, on a impact, additionnalité plus intentionnalité plus mesure objective. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre toute la question. La mesure d'impact de plus doit être à double matérialité économique et durable. Plus un commentaire. Oui, pardon. Oui, voilà. Après, je vois qu'il y a pas mal de questions qui concernent plus notre deuxième partie sur le FSE. Donc ça, on y répondra par la suite. Je vois juste une question, pardon. Cela veut dire qu'on peut faire une exploitation dans un département pour construire des outils qui seront diffusés par une fédération? Alors, non, puisque l'objectif, c'est que le projet soit quand même expérimenté sur un minima 2 régions administratives. Donc, à ce moment-là, c'est 2 régions, forcément, et après diffuser à un niveau national. Mais il faut vraiment que l'expérimentation, elle soit déjà sur 2 régions administratives différentes. Donc, un seul département, ça ne fonctionnera pas. Nous avons entamé des démarches de construction d'un référentiel de mesures d'impact fin 2022. Sommes-nous éligibles? Alors, tout à fait. Alors, les projets sont éligibles à partir du 1er janvier 2023, donc en réactivité. Après, le projet peut avoir déjà démarré. Seulement, les dépenses qui seront éligibles, donc remboursées in fine, le seront qu'à partir du 1er janvier 2023. Donc, voilà, c'est pas bloquant que le projet en soi autour d'un référentiel ait démarré, mais bon, il faut bien que du coup, il y a quand même un projet après qui se déroule sur la durée à partir du 1er janvier 2023 et seules ces dépenses-là seront éligibles. Pour les 2 questions suivantes, d'anciens lauréats peuvent postuler à nouveau, tout à fait, tout en respectant un peu tous les critères dont on a parlé précédemment. Et les évaluations environnementales sont éligibles, toujours pareil, si elles sont spécifiques sur une finalité environnementale un peu spécifique et si elles sont à dimension nationale, on est bien sur finalité sociale ou environnementale qui sont spécifiques. Je vais prendre une dernière question et après, on va passer du coup à la deuxième partie puisque le temps tourne. Un projet porté par une fédération avec mise à disposition de certaines de ces structures, est-ce possible? Donc oui, on vous le présentera plus en détail après. Donc la mise à disposition, alors c'est pas la mise à disposition de salariés de structures est possible, du coup dans le cadre d'un projet qui serait porté par une fédération. C'est tout à fait possible. Voilà. Et après, un référentiel, une expérimentation qui serait dans des DROM, en soi, sont éligibles. Après, il faut que la diffusion soit quand même nationale et France entière. Si l'expérimentation est sur un territoire d'outre-mer avec une diffusion nationale, en tout cas, en théorie, il n'y a pas de... ça rentre bien dans les critères d'éligibilité de l'appel à projet. Voilà, donc du coup, on va dès maintenant passer à la deuxième partie, qui donc est plus spécifique sur vraiment
comment renseigner son dossier de candidature dans ma démarche FSE, en vous présentant un petit peu les attendus, donc ce qui est attendu en termes qualitatifs et en termes financiers, et quelles sont les obligations européennes à bien connaître et à mettre en place dès maintenant si vous savez que vous allez candidater à l'appel à projet. Et du coup, voilà, tout ce qu'il faut savoir sur le FSE pour pouvoir rendre son projet éligible. Pour ça, je vais laisser la parole à Yasmine Azdemir, qui est chargée de mission à l'organisme intermédiaire FSE. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Louise et à Solène. Nous vous proposons d'enchaîner maintenant tout de suite avec les démarches à suivre pour créer et renseigner un dossier de demande de subvention dans ma démarche FSE+. Pardon. Aujourd'hui, nous allons un peu vous présenter, parce que toutes les étapes pour la création et renseignement de dossier, parce que c'est une présentation d'1h30, mais par contre, nous allons faire quelques focus sur les parties essentielles. Un support de présentation plus complet détaillant étape par étape les démarches à suivre pour créer et déposer votre dossier de demande de subvention vous sera toutefois transmis à l'issue du webinaire. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ma démarche FSE+. Alors, toute la piste de gestion et de contrôle des projets cofinancés par le FSE+, est dématérialisée et se réalise sur les systèmes d'information Ma démarche FSE+. Cette plateforme numérique vous permet de, d'abord, déposer votre dossier de demande de subvention, ensuite, accéder à la convention de votre projet, une fois que votre dossier aura reçu un avis favorable des membres du comité de programmation, bien sûr, et ensuite déposer votre bilan d'exécution sur cette plateforme. Alors, pour déposer votre dossier de candidature, vous devez d'abord créer un compte utilisateur sur Ma démarche FSE+, en cliquant sur le bouton « Se créer un compte ». On peut passer au slide. Merci. Alors, votre dossier de demande de subvention est composé de deux grandes parties. Une première partie qualitative dédiée aux informations liées à votre structure et à la présentation du contenu de votre projet, et une deuxième partie qui est plutôt une partie financière, qui est dédiée à la présentation de votre plan de financement. Dans l'onglet Généralité, vous allez voir, il y a plusieurs cases à renseigner. L'ensemble des appels à projets de la LISE sont lancés dans le cadre du programme national FSE+, 2021-2027. Pour compléter ces cases, nous vous proposons de vous référer directement à l'appel à projet pour sélectionner le bon programme et aussi la bonne priorité d'investissement et objectifs spécifiques. Pour la région administrative, il faudra sélectionner le volet national parce que c'est un appel à projet de programme national FSE+. Ensuite, pour la référence de l'appel à projet, vous allez sélectionner dans la liste déroulante l'intitulé de l'appel à projet, l'impact social, la LISE. Et ensuite, vous pouvez choisir la priorité d'investissement et objectifs spécifiques aussi sur la liste déroulante, en vous référant bien sûr à l'appel à projet. Et ensuite, il faudra indiquer l'intitulé du projet. Alors, il faudra faire attention à l'intitulé de projet parce qu'une fois que c'est renseigné, il n'est pas possible de le modifier. Nous proposons donc de bien faire attention pour l'intitulé de votre projet. Il peut être synthétique, mais en même temps qui illustre bien le contenu de votre projet. Et ensuite, dans cette partie, il faudrait bien renseigner aussi la période prévisionnelle de réalisation de projet. Alors, conformément à l'appel à projet, les projets doivent durer maximum 36 mois à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025. Il faudra bien indiquer aussi dans cette partie toutes ces informations. Alors, concernant le périmètre géographique, en fait, vous pouvez sélectionner France entière si votre projet a bien une envergure nationale. Voilà, et dimension nationale. Alors, tout de suite, on passe plus en détail à l'onglet projet. Alors, l'onglet projet vous permet de présenter le contenu et les finalités des actions réalisées dans le cadre de votre projet, ainsi que les moyens humains mobilisés pour le suivi administratif
et la mise en œuvre opérationnelle de votre projet. Vous allez voir, il y a un sous-onglet ressources publiques perçues. En fait, cet onglet précise l'ensemble des aides publiques perçues par votre organisme sur les 3 dernières années, quelle que soit leur forme. Mais vous allez voir dans le support qu'on va vous transmettre, il y a toutes les informations pour enseigner cette partie aussi. On peut passer au contenu et finalité. En fait, dans cette partie, il faudrait bien décrire votre projet en détail. Nous vous invitons à faire attention au nombre de caractères maximum autorisés par rubrique. Et il s'agit bien d'être synthétique, mais aussi bien précis. Il faudra d'abord expliquer le contexte de votre projet. En fait, dans cette partie, on attend des informations liées à pourquoi vous avez choisi cette thématique, ce secteur, quels sont les enjeux, les besoins que vous avez identifiés dans ce secteur, dans la thématique choisie. Ensuite, dans la partie finalité et résultats attendus de votre projet, il faudra expliquer les résultats qualitatifs et quantitatifs, comme le nombre de livres produits ou bien les impacts sur les bénéficiaires directs et indirects de votre projet. Ensuite, dans la partie contenu de votre projet, il est attendu une description synthétique du projet. Alors, en fait, ce qui est important, c'est aussi de ne pas entrer très en détail dans cette partie-là, parce qu'il y a un autre onglet, liste des principales actions, qui est dédié plus à une présentation plus détaillée. Là, en fait, dans l'onglet liste des principales actions, il faudra détailler toutes les productions réalisées dans le cadre du projet, les événements organisés, toutes les parties prenantes mobilisées sur le projet, étape par étape, bien sûr. Et ensuite, dans l'onglet calendrier, il faudra rappeler la période de réalisation de votre projet, le nombre de mois, et aussi détailler toutes les actions présentées ci-dessus par trimestre ou bien par semestre. Alors, je pense que ça serait plus simple si on va vous donner un exemple plus concret. Par exemple, pour un projet de création de référentiels d'activité dans la thématique de la transition énergétique. Pour le contexte, ce qu'on attend, c'est pourquoi la thématique de transition énergétique a été choisie, quels sont les enjeux de ce secteur. Vous pouvez illustrer avec quelques chiffres clés aussi. Ensuite, la finalité. En fait, ça peut être, par exemple, une finalité d'accélérer l'émergence de nouveaux projets dans la transition écologique et énergétique. Vous pouvez présenter les quantités, les impacts qualitatifs et quantitatifs en termes de cibles, par exemple, de votre projet. Ensuite, dans l'onglet contenu, par exemple, il faudrait bien détailler. Ça peut être lancer une enquête en ligne, produire des référentiels, l'impact social, organisation des ateliers et de formation pour sensibilisation sur le sujet, etc. Et ensuite, dans l'action, il faudra bien plus entrer dans le détail, étape par étape, voilà, quels sont les événements organisés, quelles sont les démarches à suivre, quels sont les outils créés et surtout, en fait, quelles sont les actions de capitalisation qui sont prévues pour cette dimension nationale du projet. Alors, on peut passer tout de suite aux principes horizontaux. Les principes horizontaux sont choisis, sont déterminés par la Commission européenne. Tous les projets cofinancés par le FSE+, doivent respecter à ces 3 principes horizontaux qui sont pour la programmation 2021-2027, l'égalité femmes-hommes, l'absence de discrimination et l'accessibilité des personnes handicapées. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on attend dans cette partie, c'est plutôt les exemples concrets, comment votre projet répond à ces principes, ou bien les actions aussi et les moyens mis en œuvre au sein de votre structure pour répondre, pour respecter à ces principes horizontaux. Par exemple, les indicateurs pris en compte dans les référentiels produits, mais accessibilité des outils des référentiels produits. Voilà, il faudra bien donner des exemples concrets parce que ce sont les principes obligatoires à respecter par chaque projet financé par le FSE+.
vous allez voir, il y a aussi une partie dédiée au suivi administratif et financier de votre projet et aussi en moyens humains mobilisés pour la mise en œuvre opérationnelle de votre projet. Ce qu'on regarde ici, c'est vraiment la capacité du porteur à gérer ce financement. Alors, concernant la comptabilité, toutes les structures candidates et bénéficiaires ensuite du FSE+, doivent disposer d'une comptabilité analytique ou bien d'un système de comptabilité adéquat qui permet de distinguer les dépenses et les ressources liées au projet dans le système de comptabilité générale de votre structure. Ensuite, concernant les moyens humains appliqués au suivi administratif du projet, il est important aussi de disposer d'une équipe dédiée au suivi administratif du projet. Il est vraiment essentiel qu'une personne ou bien une équipe dédiée au suivi, à l'archivage des pièces comptables et non comptables, ou bien de préparation des bilans d'exécution, suivi des dépenses et de ressources. C'est vraiment c'est primordial pour le projet cofinancé par le FSE+. Et aussi, il faudra déclarer les moyens humains affectés à la mise en œuvre opérationnelle du projet. Dans cette partie-là, il faudra indiquer uniquement les salariés qui participent aux travaux opérationnels de votre projet. Dans les plans de financement, ma collègue aussi Amélie va vous en parler, il faudra indiquer uniquement les dépenses salariales des personnes qui participent à la mise en œuvre opérationnelle du projet. Les postes de suivi administratif de projet ne sont pas considérés en tant que dépenses directes et sont couverts par le forfait. Alors, un petit focus, c'est très important, sur les pièces justificatives de réalisation. Alors, pour justifier le bon déroulement de votre projet au moment du bilan d'exécution, il faudra bien conserver au fil de l'eau toutes les pièces justificatives de réalisation liées à votre projet. Ça peut être les feuilles d'émargement, ou bien les extractions de listes participants, si les événements ont été organisés en distanciel. C'est tous les livrables produits dans le cadre de votre projet, guides, rapports, fiches pratiques, articles, outils, référentiels, compte rendu de l'événement, et aussi les échanges de mails, les ordres de jour et les supports de présentation et de communication de votre projet. Toutes ces pièces-là doivent être bien archivées et il faudrait aussi anticiper la conservation de ces pièces liées au départ et arrivée des personnes dédiées au projet. Parce que nous avons entendu plusieurs fois les porteurs de projet qui avaient eu ce problème en fait lié au départ des personnes qui étaient mobilisées sur le projet et qui n'avaient pas bien conservé ces pièces. Et il faudrait bien conserver régulièrement dans notre système d'archivage toutes ces pièces-là qui seront demandées au moment de contrôle de service fait. Alors, une dernière obligation aussi, c'est une obligation liée à la communication et publicité FSE+. Tous les projets qui sont cofinancés par le FSE+, doivent respecter à cette obligation de publicité européenne. Pour la programmation 2021-2027, les logos obligatoires à apposer sur l'ensemble des livrables et les supports de communication de votre projet sont le drapeau européen à gauche, avec la mention cofinancée par l'Union européenne à droite. Alors, il est très, très important d'apposer l'ensemble de ces logos sur toutes les productions de votre projet et aussi la signature de mail des salariés affectés à la mise en œuvre opérationnelle du projet sur votre site Internet et aussi apposer ces logos avec une affiche A3 dans les locaux. Parce qu'il y a une possibilité qu'au moment de contrôle de service fait, si vous n'avez pas respecté l'ensemble de ces règles-là, au niveau de communication et publicité FSE+, il peut y avoir une correction forfaitaire de 3%. Voilà, c'est pour ça on vous avertit en avance. C'est très important d'apposer tous ces logos-là sur votre site Internet, dans vos locaux, dans vos signatures de mail et aussi sur l'ensemble des livrables.
Voilà, merci beaucoup Yasmine pour cette première partie. Donc, qui montre un peu du coup ce qui est attendu en termes de description de votre projet sur la partie qualitative. Et on vous a également indiqué les obligations principales en termes de FSE. On insiste beaucoup là-dessus parce que, voilà, comme le disait Louise en début de webinaire, nous allons recevoir beaucoup de candidatures a priori et seul un petit nombre va être retenu. Et du coup, la sélection des projets se fera vraiment aussi sur la manière dont chaque projet, enfin vous en tant que structure, vous allez vraiment démontrer dans votre dossier comment en fait vous avez mis en place dès maintenant les moyens humains et matériels pour respecter en fait toutes ces obligations FSE. Parce que ce qu'on entend souvent n'est pas faux, le FSE est quand même c'est un fonds européen qui est extrêmement très rigoureux en fait, qui demande une grosse rigueur de la structure. À la fois en termes du coup d'archivage de pièces, de conservation de pièces, parce que chaque temps passé se fait sur la justification du coup de pièces non comptables, comme vous a présenté Yasmine, un certain nombre de pièces. Donc, il faut vraiment dès le début mettre en place et impliquer toute l'équipe qui est sur ce projet pour archiver au fil de l'eau. Et aussi en termes comptables, financiers, c'est-à-dire qu'une structure doit disposer pour nous d'une comptabilité analytique qui lui permet de vraiment flécher les dépenses qui sont liées au projet FSE, des autres dépenses de sa structure. Et puis aussi respecter d'autres obligations, que ce soit la communication européenne, comme l'a dit Yasmine, sur ce qui est nouveau sur cette programmation, c'est que un projet qui aurait mal respecté cette obligation européenne peut avoir une correction de 3% du montant FSE si à la fin, au moment du bilan du CSF, le contrôleur estime que ça n'a pas été assez respecté. Et puis aussi des principes horizontaux qui sont pas à prendre à la légère, parce que c'est vraiment des principes que tout projet tout projet qui est financé par un fonds européen doit atteindre. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on va sélectionner un projet qui jouera un peu plus le jeu qu'un autre sur le respect de ces principes horizontaux et qui va peut-être mettre en place des actions vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes, de l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc même si c'est indirect, parce que là on est sur un appel à projet d'évaluation d'impact social, ça n'empêche que peut-être que dans votre référentiel, quand vous y réfléchissez, vous pouvez mettre en place des indicateurs un peu plus du coup liés à ces choses-là. Donc voilà, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et également, voilà, sur le point des moyens administratifs, donc ce n'est pas des dépenses qui sont effectivement financées directement par le FSE, mais ça n'empêche qu'il faut bien montrer qu'en interne, vous avez une personne ou plusieurs personnes qui sont dédiées au suivi administratif et que vous, voilà, vous avez mis en place, voilà, comme je disais, les moyens pour suivre ce projet FSE. Et donc, pour rappel, le projet FSE, il commence à la date que vous allez indiquer de début de réalisation. Donc, vous pouvez le faire rétroactivement au 1er janvier 2023, mais ça veut dire que tous ces critères doivent être respectés dès le 1er janvier 2023. Donc, ce qui est un peu complexe, effectivement, avec le FSE de cette rétroactivité, parce que c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, enfin, jusqu'à ce que vous ayez l'information, vous ne savez pas si votre projet va être retenu, mais s'il est retenu, les dépenses sont rétroactives et du coup, il faudrait qu'on trouve, par exemple, les logos dès le 1er janvier 2023 si votre projet commence à cette date. Donc, voilà, donc c'est beaucoup de choses qu'il faut bien réfléchir et je pense aussi se poser en interne, parce que c'est par expérience, on l'a vu sur d'autres porteurs qui, en fait, finalement, s'ils sont pris trop tard en fait pour mettre en place tout ça, et à la fin ça a été très compliqué de récupérer toutes les pièces, surtout si quelqu'un est parti, et en fait ça a donné lieu à du coup une lourdeur administrative qui a rendu ce projet impossible, alors que finalement bien mis en place, c'est pas non plus un financement très compliqué. Il faut être rigoureux, il faut mettre en place les choses, mais si elles sont mises en place dès le début, c'est quand même un financement important à la fin. Voilà. Et du coup, je vais passer la parole maintenant à Amélie Letier pour rentrer plus dans la partie budget, plan de financement, donc, et vous expliquer un peu les profils de financement et comment construire un budget. Bonjour à tous, merci Solène. En ce qui concerne le renseignement du plan de financement dans ma démarche, vous aurez 4 rubriques à renseigner. Alors, il faut savoir que les dépenses que vous déclarez dans le plan de financement doivent être des dépenses qui sont directement liées et nécessaires à votre projet FSE.
La première chose sera la sélection du profil de plan de financement. Vous aurez au choix 2 profils de plan de financement. Ces profils sont indiqués dans l'appel à projet FSE. Vous avez un premier taux forfaitaire de 7%. C'est un taux qui est calculé sur les dépenses directes de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses de prestation, et qui calcule un montant forfaitaire de dépenses indirectes. Et l'autre profil de plan de financement qui vous est proposé, c'est le profil de plan de financement avec le forfait de 40% qui couvre le restant des coûts de votre projet, c'est-à-dire que vous déclarez vos dépenses directes de personnel et sur ce poste de dépenses, un montant de 40% est calculé et va couvrir toutes vos autres dépenses, donc les dépenses directes de fonctionnement, de prestation de votre projet. Alors, on vous a mis un petit exemple pour illustrer le choix de l'un ou l'autre des forfaits. Alors, on vous conseille évidemment de faire vos simulations et de bien réfléchir au choix du profil de plan de financement qui est le plus pertinent pour vous. Attention parce que sur le papier, le forfait 7% peut paraître le plus avantageux en termes financiers. Pour autant, c'est un forfait qui va paraître comme plus risqué par rapport au forfait de 40%, puisqu'avec le forfait de 7%, vous déclarez l'intégralité de vos dépenses, donc dépenses personnelles, fonctionnement et prestations, alors qu'avec le 40%, vous déclarez uniquement vos dépenses directes personnelles et les autres dépenses sont couvertes par ce forfait. Ce qui veut dire qu'on ne va pas contrôler les factures, les justificatifs d'acquittement et les preuves de mise en concurrence pour les factures qui sont couvertes par le forfait 40%. Donc, dans ma démarche FSE, vous aurez 4 postes de dépenses qui seront ouverts. En fonction du profil que vous sélectionnerez, cela fermera les postes de dépenses. Donc, très concrètement, si vous sélectionnez le profil de 40%, vous aurez à renseigner uniquement le poste de dépenses direct de personnel. Et si vous sélectionnez le profil 7%, vous aurez les 4 postes de dépenses ouverts. Dans les dépenses de personnel, il faudra indiquer donc, les salaires bruts, charges patronales et traitements accessoires des salariés qui sont opérationnels sur votre projet. Dans les dépenses de fonctionnement, vous mettrez vos dépenses prévisionnelles d'achat de biens, de fournitures, de frais de location, de déplacement et d'hébergement. Et dans les dépenses de prestations, vous indiquerez vos dépenses prévisionnelles de prestations rattachées à votre projet. Vous pouvez avoir également des dépenses de tiers et en nature en fonction de votre projet également. Alors, un focus sur les justificatifs de suivi des temps que vous devrez transmettre pour les salariés qui sont affectés à votre projet. Alors, il y a plusieurs types d'affectations qui sont possibles. Soit vous avez un ou plusieurs salariés qui sont affectés à 100% sur le projet FSE. Dans ce cas-là, vous devez transmettre une lettre de mission ou une fiche de poste avec le contrat de travail. Vous avez également le cas où le salarié est affecté à temps partiel au projet, mais avec un pourcentage qui est mensuellement fixe, donc qui est le même sur chaque mois. Dans ce cas-là, vous devez transmettre une lettre de mission ou une fiche de poste qui va préciser en fait le taux d'affectation mensuel fixe du salarié et transmettre le contrat de travail. Et enfin, vous avez le troisième cas pour les salariés qui sont affectés partiellement au projet, mais avec un taux qui va varier chaque mois. Donc, pour ces salariés en particulier, il faudra transmettre des fiches de suivi des temps mensuels qui sont détaillés par jour, datés et signés par le salarié et le responsable hiérarchique ou un logiciel de temps si vous en avez un. Alors, je m'arrête brièvement sur les salariés qui sont affectés partiellement. Alors, veillez à ne pas mettre de taux d'affectation trop bas parce que ça devient très complexe ensuite à justifier pour le porteur. Mais également à contrôler par la suite au contrôle de service fait. Donc ça, c'est un conseil. Alors, pour toutes les dépenses liées au projet sont soumises aux règles de mise en concurrence. Donc là, on vous rappelle les seuils de mise en concurrence. Vous la trouverez dans le support qu'on vous transmettra. Faites très attention au respect de ces obligations puisque nous contrôlerons en contrôle de service fait que ces obligations sont bien respectées. Donc, pensez à bien archiver pour chaque facture vos preuves de mise en concurrence.
On arrive ensuite à la rubrique ressources. Alors ici, il faudra que vous déclariez tous les cofinancements qui sont affectés au projet FSE+. Donc, vous pouvez avoir des cofinancements qui peuvent être affectés en intégralité ou partiellement au projet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cofinancements qui n'ont pas le périmètre projet totalement similaire au projet FSE+. Donc ici, dans ce cas-là, vous devez affecter une partie de votre subvention au projet FSE et transmettre au moment du bilan d'exécution une attestation du cofinanceur qui précise en fait la part de sa subvention qui est affectée au projet FSE. Important à savoir, le montant FSE+, dans ma démarche FSE+, n'est pas calculé automatiquement, donc ce sera à vous de mettre le montant FSE que vous sollicitez. Alors, pensez bien évidemment en renseignant le montant FSE à ne pas dépasser le taux de cofinancement maximum qui est indiqué dans l'appel à projet. Pour rappel, c'est un taux de 50%. Vous arriverez au dernier onglet qui est l'onglet validation. Ici, on vous demandera de transmettre un certain nombre de pièces administratives. Alors, sachez que vous aurez également dans cet onglet la possibilité de joindre d'autres pièces. Les pièces qui sont demandées, les pièces obligatoires à fournir dans cet onglet validation devront impérativement être transmises puisque tant que toutes les pièces ne sont pas chargées, vous ne pourrez pas valider votre demande de subvention FSE+. Enfin, pour pouvoir déposer votre demande, assurez-vous que les coordonnées téléphoniques et également mail que vous avez renseignées dans la fiche établissement dans ma démarche FSE soient bien valides, notamment le numéro de téléphone. Il faut bien que ce soit un numéro de téléphone portable parce qu'un SMS vous sera envoyé au moment de la signature électronique. En cas d'erreur, sachez que la procédure n'est possible qu'après 14 jours. Donc, faites très attention, notamment si vous déposez vos dossiers juste avant la deadline, puisqu'en effet, s'il y a une erreur, vous serez pénalisé. Enfin, un point sur le calendrier de mise en œuvre des projets FSE+. Donc, pour rappel, les demandes de subvention devront être déposées au plus tard dans ma démarche FSE+, le 17 avril à 23h59. Une fois que vous aurez déposé votre dossier, celui-ci sera instruit par l'organisme intermédiaire ou les prestataires qui nous appuient. Votre dossier passera ensuite, s'il est sélectionné, en comité de programmation. Ces comités auront lieu entre juillet et octobre 2023. À l'issue de ce comité, vous recevrez une lettre de notification. Vous serez ensuite conventionné et c'est au moment de la signature de la convention que là, une avance vous sera versée. Lors de la réalisation du projet, une visite sur place pourra éventuellement avoir lieu. Et enfin, vous aurez votre dépôt de bilan d'exécution à déposer une année après la fin de réalisation de votre projet, afin que le service gestionnaire puisse effectuer le contrôle de service fait et qu'on puisse vous verser le solde de votre subvention FSE+. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le FSE+, de manière globale, sachez que vous avez un portail qui est disponible, qui s'appelle fse.gouv.fr. Et vous pouvez également retrouver toutes les informations et les ressources FSE gérées par la VIS sur notre portail, avis.org. Merci beaucoup, Amélie. Du coup, voilà, on arrive un peu à la fin de notre présentation. Donc, ce qu'on voulait vous dire de manière principale. Donc là, l'important sur cette partie budget, plan de financement, c'est vraiment donc du coup le choix de votre profil. On va vous transmettre aussi un petit outil de simulation si vous voulez pour que vous puissiez simuler. Parce que voilà, ça a vraiment un impact après sur du coup, le temps que vous consacrez ensuite à la gestion administrative du projet, en termes aussi de dépenses éligibles et de risques aussi financiers à la fin.
Et puis aussi, nous, notre conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas faire de budget trop complexe, parce qu'au final, ça peut aussi jouer en votre défaveur, parce que du coup, sur cette programmation, il y a une vraie volonté de la Commission européenne de simplifier et d'avoir des dépenses, en fait, qui sont les moins risquées possibles, parce que du coup, il y a trop eu de rejets sur des dépenses. Donc, du coup, à la fin, des porteurs qui ont beaucoup moins de financement FSE que ce qui était programmé parce qu'il arrive en dernier financeur et du coup peut mettre finalement la structure en difficulté. Donc, pour sécuriser ça, nous, instructeurs, on est beaucoup plus regardant, on est très, très regardant du coup sur chaque dépense qui est valorisée au projet pour nous assurer vraiment de sa pertinence, de sa réalité et de la difficulté ou pas d'ensuite de la justifier. Donc, des dépenses qui nous paraîtraient trop complexes, en fait, dans le cadre de l'instruction, on peut vous demander de les retirer dans tous les cas. Alors, nous, du coup, on n'accompagne pas directement à l'élaboration de votre projet parce qu'on on pourrait pas, en fait, dans l'absolu, on aimerait bien, mais on n'a pas la capacité de pouvoir accompagner individuellement chaque candidat et du coup, ça serait pas non plus équitable. Mais du coup, c'est pour ça que donc ce qu'on a fait, c'est donc vous avez le guide pratique FSE qui est en ligne, qui peut du coup qui explique déjà un peu, comment fonctionne le FSE. On vous transmet du coup ces supports, donc un support qui sera plus complet, sur la partie dossier de demande de subvention avec plus de détails. Et ensuite, on vous propose également une réunion d'échange le 23 mars, donc environ un mois avant la fin. La clôture de l'appel à projet pour répondre en fait directement aux questions et réponses que vous pouvez avoir plus concrètement une fois que vous aurez été du coup dans le dossier de demande, commencé à mettre en place votre projet et donc du coup pour répondre à votre question. Mais donc ça sera plutôt des temps collectifs, mais il n'y a pas de temps individuel qu'on peut vous consacrer chacun. Par ailleurs, je vois qu'il y avait une question sur les taux d'affectation. Du coup, je voulais y revenir. Du coup, il y a plus, donc toujours dans ce souci de simplification, il y a maintenant il y a plusieurs manières d'affecter des dépenses salariales. Donc, soit, et qui du coup sont avec une manière de justifier qui est plus simple du coup en fonction du taux d'affectation. Donc, soit en fait, vous avez un salarié qui est à 100% sur le projet. Du coup, c'est assez simple parce qu'il y a juste à transmettre une lettre de mission et son contrat de travail qui indique qu'effectivement, il est à 100% sur le projet. Et aucun autre il y a d'autres justificatifs non comptables, donc c'est-à-dire des preuves que ce salarié a bien travaillé sur le projet au fil de l'eau, mais il n'y aura pas d'autres pièces. En tout cas, il n'y aura pas de ficheton mensuel à transmettre. C'est également le cas si c'est un salarié qui, tous les mois, en fait, consacre un temps prédéfini au projet. Donc, c'est ce qu'on appelle mensuellement fixe. Donc, par exemple, il travaille à 50% de son temps sur le projet. Donc, vous pouvez, pareil, transmettre une lettre de mission qui dit que tel salarié travaille 50% de son temps sur ce projet. Et donc, la seule lettre permet de justifier ça. Et après, si c'est un temps qui est plus variable, donc de chaque mois, en fait, le temps consacré au projet n'est pas, est différent. Dans ces cas-là, il faut faire des feuilles de suivi de temps mensuelles qui sont détaillées par jour, qui sont datées. Et donc, ou soit par journée, soit heure par heure, vous dites les jours où vous avez passé sur le projet et le temps que vous y avez passé, donc une journée, une demi-journée, quelques heures, voilà. Et ça, il faut que ça soit fait de manière mensuelle, que ce soit daté et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. Ou alors, vous avez un logiciel de suivi de temps en interne où, du coup, vous créez un code lié au projet FSE et du coup, et que vous renseignez au fil de l'eau. Et une extraction de ce logiciel est aussi possible. Du coup, sur ces questions-là, je vois qu'il y a une question sur la lettre de mission. Alors non, il ne faut pas forcément indiquer un jour de semaine de travail en particulier, parce que ça serait, ça reste des projets et chaque temps reste différent. Mais l'idée, c'est que c'est un peu de se dire en moyenne, tel salarié travaillera
voilà, enfin 1-2 jours par semaine. Donc, au final, ça revient à 40% de son temps sur un mois. On ne demande pas des jours fixes. De toute façon, on ne serait pas capable de vérifier ça. Mais c'est de vraiment le rationaliser, si on veut, mois par mois, pour avoir un taux fixe sur l'année au final. Les alternants, les stagiaires sont bien éligibles en dépenses salariales. Alors, il y a une question sur le pourcentage de temps consacré. Alors, c'est vrai qu'il y a des appels à projets FSE qui vont indiquer un pourcentage minimum de temps à consacrer au projet, parce que du coup, il faut que ce soit du temps opérationnel. Donc, on considère que, dans l'absolu, c'est logique, un salarié qui consacrerait moins de 5% de son temps sur l'année au projet, il est difficilement considéré comme opérationnel sur le projet, et du coup, ça n'a pas de sens et il peut être retoqué du coup à l'instruction. Nous, on ne l'a pas indiqué comme tel dans l'appel à projet, mais c'est vrai que un projet où il valoriserait une quinzaine de salariés, dont la moitié passerait environ autour de 5% de son temps sur le projet, ça, c'est considéré comme un projet complexe, parce que comment justifier que autant de salariés passent aussi peu de temps et donc du coup soient vraiment opérationnels sur le projet. Alors après, ça dépend de tous les projets, donc je ne vais pas faire un cas, mais voilà, donc en fait, on insiste vraiment sur le fait de démontrer pour les salariés qui sont déclarés en dépenses directes toutes les missions qu'ils vont faire, pourquoi le temps qui est consacré et pourquoi du coup c'est vraiment justifié qu'ils soient en dépenses directes. Donc, je continue sur les questions. Donc, il y a une question sur des partenaires qui pourraient accompagner les entreprises de l'ESS. Alors, il n'y a pas de partenaire. Nous, on n'a pas de partenaire en tant que tel. Par contre, vous pouvez vous aider d'un cabinet externe. Du coup, il y a des cabinets spécialisés dans le montage et l'accompagnement de projets FSE et de projets ESS. Donc ça, vous pouvez tout à fait revenir vers nous et on peut vous transmettre des contacts. Mais du coup, c'est un accompagnement qui n'est pas gratuit. Mais qui peut... Oui. Pour les salariés affectés à 100% sur le projet ou avec un pourcentage mensuellement fixe, la lettre de mission doit indiquer le taux, la période d'affectation. Ah ben, si la réponse est fin 2023, ça veut dire que le projet démarre en 2024. Alors, pour la date de début de projet, c'est vraiment à vous de décider. Elle est possible à partir du 1er janvier 2023. Après, voilà, c'est vraiment, je pense, à chaque structure, en fonction de son expérience sur le FSE, du démarrage de son projet, de sa capacité à faire du rétroactif, de pouvoir le démarrer dès le 1er janvier 2023 ou plus tard. Au moment où vous déposez votre dossier ou carrément fin 2024. Nous, en fait, on ne sait pas aujourd'hui combien de dossiers on va recevoir, donc on ne peut pas estimer le temps d'instruction vraiment que ça nous prendra. Donc, le temps d'instruction sera plus ou moins long en fonction du nombre de projets. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis un calendrier qui est au final raisonnable, où vous serez informé que du coup, fin 2024. Mais bon, après, voilà, à vous d'estimer si vous pouvez démarrer le projet plus tôt si vous le souhaitez. Il y a une question sur la mise à jour d'un outil. Je peux répondre si tu veux. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à un projet en 4 lignes, une mission d'un projet en 4 lignes. Encore une fois, nous, l'objectif, c'est de plutôt créer des outils qui n'existent pas sur des secteurs qui ne sont pas aujourd'hui existants. Donc, ça dépend ce que l'on fait par mise à jour. C'est un petit peu difficile de répondre comme ça. Si c'est mettre à jour un outil qui est déjà existant, déjà une question aussi d'accessibilité de l'outil ou pas. Est-ce qu'il est en open source ou est-ce que c'est un accès payant? Parce que là, déjà, c'est un premier critère. Et après, en quoi consiste la mise à jour? Encore une fois, on vise vraiment la construction de référentiels, d'indicateurs accessibles en libre accès à toutes les entreprises de l'ESS sur de l'impact social, sur de l'impact environnemental, mais sur un sujet un peu spécifique. Donc aussi, voilà, c'est un petit peu
une réponse pas très... Voilà, c'est pas simple de répondre à ce projet en 4 lignes, mais donc c'est des dépenses présentées par mise à jour, finalement. Un accompagnement par un cabinet externe est éligible au FSE, je ne vais pas répondre à cette question-là. Oui, tout à fait, les dépenses de prestation, elles sont éligibles. Donc, en tout cas, si vous êtes accompagné par un cabinet expert en évaluation d'impact social, ce sont des dépenses qui rentrent dans le cadre du FSE. Soyez vigilants quand même sur les règles de mise en concurrence quand vous choisissez ce prestataire. Sur le taux de cofinancement, du coup, le taux maximum de cofinancement est de 50%. C'est la seule règle éligible du coup d'un taux maximum de 50%. Après, en fonction de votre financeur, ce taux, vu que le FSE est calculé en dernier financeur, ce taux du coup varie en fonction des autres financeurs que vous avez. Donc, il n'y a pas de mal à avoir ça ne porte pas en défaveur si vous avez un FSE, un taux FSE qui est, je sais pas, de 30% ou de... il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a une question sur pourquoi les dépenses de personnel administratif ne sont pas éligibles. Alors, elles sont éligibles dans l'absolu, elles ne sont pas éligibles en dépenses directes parce que seules des dépenses opérationnelles sont éligibles en dépenses directes. Donc, en fait, elles sont comprises dans le cadre du forfait, mais du coup, pas au réel, pas à hauteur du temps réel et du salaire de la personne qui passe son temps, parce que c'est pas, c'est comme ça, c'est considéré comme des fonctions de support et du coup, pas éligible en dépenses directes. Sur les autres financeurs, de la même manière, il n'y a pas de règle. Ça peut être aussi bien des financeurs publics que privés ou des fonds propres, comme on l'a dit, même si du coup, ça valorisera plus votre projet si vos autres financeurs sont... si vous avez d'autres financeurs sur votre projet. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions. On espère du coup que, que ce webinaire vous a éclairé, que du coup sur à la fois les actions éligibles à l'appel à projet, sur le FSE, pour ceux qui ne le connaissaient pas, et qu'on a pu répondre à l'ensemble de votre question. Je regarde en même temps s'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. J'ai l'impression qu'on a pas répondu à toutes. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour ceux qui répondent. Et du coup, vous recevrez l'ensemble des documents par la suite dans la liste des inscrits, comme ce qu'on vous a indiqué. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, on reste à votre disposition pour des compléments. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.